Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Merci de nous rester fidèles et merci de vous informer sur Alfayda FM, la référence. Il est midi, c'est l'heure du journal, dont voici les titres. Drame à Touba, un prestataire de la Sénélec originaire de Kaolack a été retrouvé mort par électrocution. Vous aurez la correspondance de Mamadou Moustapha Mbaye. Face à la flambée des cas de variole du singe dans la sous-région, le Sénégal renforce les mesures de prévention et de surveillance. Là-dessus, vous aurez le point dès le début de ce journal. Le Forum civil exige l'abrogation de la loi d'amnistie des événements survenus entre 2021 et 2024. Birahim Seck s'exprimait lors d'un atelier avec le collectif des victimes. Vous l'entendrez dans cette édition. Réforme du secteur du transport. Un séminaire de 4 jours a été initié par le ministre de tutelle pour définir les termes de référence des états généraux à suivre dans ce journal. Et puis dans la deuxième partie, vous aurez la page inter, l'actualité sportive et la revue des quotidiens. Voilà donc pour le sommaire. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Ngoulingay Rennes est à la présentation, partie technique Codesec Kenemé. Bonjour et bienvenue. Je vous le disais dans les titres, drame à Touba, un prestataire de la Sénélec originaire de Kaolack a été retrouvé mort par électrocution. Les détails avec notre correspondant Mamadou Moustapha Mbaye. Le drame se passe au quartier Sam Sering Bar Khouradja. La scène est insoutenable. Un prestataire de la Sénélec originaire de Kaolack a été retrouvé mort électrocuté un peu avant le coucher du soleil alors qu'il s'affairait autour d'un poteau électrique. Son corps, suspendu sur un des fils, a été détaché par les agents des sapeurs-pompiers, aidés par des spécialistes de l'électricité. La victime s'appelle Moussa Foba. Le commissaire de police principal, Djegan Sen, chargé de la ville de Touba, certifie à travers un document, conformément à l'article 73 du Code de la famille, qui résulte de son procès-verbal numéro 2676 CST, que le nommé Moussa Foba, né le 5-12-2007 à Latmengue, fils de Bekay et de Ali Manar, électricien de profession, est décédé à la suite de cet accident. Il précisera en passant que les conditions médico-légales ont établi que sa mort est due à une électrocution. Son inhumation a été ordonnée à Touba. Mamadou Moustapha Mbaye, Touba. Alfayda FM. Merci Mamadou Moustapha Mbaye qui nous a parlé depuis Touba. Abrogation de la loi d'amnistie. Birahim Seck a lancé un appel poignant à l'endroit des autorités pour qu'elles prennent en charge de façon effective les victimes en termes de suivi et de réparation. Birahim Seck que je vous propose d'écouter. Pour lutter définitivement contre l'impunité au niveau du Sénégal, surtout qu'au Sénégal, qu'on a voté une loi d'amnistie et unanimement les participants ont proposé fondamentalement que cette loi d'amnistie doit être abrogée, quelles que soient les conséquences juridiques. Symboliquement, nous pensons que les parlementaires doivent introduire un acte au niveau de l'Assemblée nationale pour que cette loi soit abrogée. Ça, c'est peut-être sur le court ou long terme. Mais de façon immédiate et de façon urgente, nous avons entendu des témoignages quand même assez déplorables dans la salle. Nous lançons un appel poignant à l'endroit des autorités pour qu'ils prennent en charge de façon effective en termes de suivi, en termes de réparation. Ces différentes victimes de ces événements, ils sont en train de souffrir. Non seulement ils sont en train de souffrir, mais leurs familles sont en train de souffrir. Par la même occasion également, nous demandons au gouvernement qu'une enquête sérieuse, indépendante, soit ouverte pour déterminer les responsabilités, pour situer les responsabilités avant, bien entendu, pour que ces personnes-là puissent avoir justice. Une enquête indépendante sur le système de recrutement des forces de défense et de sécurité lors de ces différents événements, mais également une enquête sur des cas de meurtre ou de disparition qu'on a constatés au niveau du Sénégal. Je veux parler du cas Fulbert Sambou, je veux parler également du cas de feu DJ Badji et d'autres cas. Nous invitons fondamentalement le gouvernement à prendre en charge de façon effective cette situation, quitte à ce qu'il met en place un office, une agence, en tout cas une structure qui doit impérativement gérer ces différentes victimes.
Birahim Seck qui s'exprimait lors d'un atelier d'échange et de partage tenu à Saly. Variole du singe déclarée urgence de santé publique de portée internationale. Les autorités sénégalaises alertent et prennent une série de mesures pour lutter contre cette épidémie. Thierno Baldé, interrogé par Arona Niam. Puis la déclaration de cette épidémie-là comme étant une urgence de santé publique de portée internationale, de portée mondiale. Ça, c'est vraiment l'une des actions concrètes que l'Institut Pasteur de Dakar, avec l'OAS et l'Organisation mondiale de la santé, a eu à prendre pour pouvoir renforcer les capacités de préparation et de réponse des 15 pays de la zone de l'Afrique de l'Ouest. C'est un événement vraiment important, je crois, pour nous permettre vraiment de capaciter ces pays-là pour que l'on détecte le plus rapidement que possible, pour que l'on puisse confirmer le plus rapidement que possible avec les outils qu'il faut, les outils de dernière technologie, donc les innovations, les dernières innovations, pour confirmer ces diagnostics-là et prendre clairement les actions qu'il faut pour arrêter cette épidémie-là. Vous savez, pratiquement 95% des cas aujourd'hui sont rapportés dans la zone de l'Afrique de l'Ouest et dans la zone de l'Afrique centrale. Donc il est vraiment important pour que tout le monde aujourd'hui là puisse déclencher toutes les actions qui sont nécessaires à être menées donc pour contrôler cette pandémie, cette épidémie. Aujourd'hui, on va dire que l'épicentre se concentre beaucoup plus en Afrique centrale, du côté donc de la République démocratique du Congo avec le Burundi. Par contre, il y a des cas qui ont été mentionnés ici aussi en Côte d'Ivoire très récemment. Des cas ont été rapportés. Il y a eu quelques cas aussi, quelques alertes qui ont été rapportées dans certains pays voisins ici. Mais je pense que tous ces pays-là, tous ces États membres aujourd'hui ont pris les dispositions qu'il faut pour qu'elles soient en alerte, comme le disait tout à l'heure le représentant du ministère de la Santé, que ce soit au niveau des aéroports, au niveau des ports, que l'on puisse détecter donc toute transmission venant d'un autre pays. Donc cette collaboration qui est là, je pense qu'il faut la saluer véritablement. Donc une expertise technique très forte de l'Institut Pasteur de Dakar, avec l'appui technique aussi de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Je pense que compte tenu de la complexité de cette situation-là, de ce phénomène-là, de ses conséquences potentielles, ce n'est qu'en venant tous ensemble ici que l'on peut essayer de juguler cette problématique qui, je voudrais insister, est une problématique mondiale. Il ne s'agit pas essentiellement d'une problématique africaine. Il faut que tout le monde se mette en place pour que l'on mette nos intelligences ensemble, les informations ensemble, pour que quand quelque chose arrive ici, qu'on puisse protéger le monde entier, parce que les virus n'ont pas de frontières. La Covid nous a montré que les virus n'ont pas de frontières, les germes n'ont pas de frontières. Les virus n'ont pas de frontières, d'où même la nécessité de la mise en place d'un système de surveillance graduelle, mais également de miser sur l'information et la sensibilisation des populations, nous dit Thierno Baldé. L'Organisation mondiale de la santé a fait un exercice de cartographie des capacités et des vulnérabilités de ces pays-là. Donc effectivement, il y a beaucoup d'enjeux sur beaucoup d'aspects, y compris par exemple les aspects de laboratoire où des capacités existent. Donc on construit sur tous les efforts, toutes les actions qui ont été faites par exemple pendant la pandémie de la Covid-19. Donc on essaie de construire là-dessus. On ne commence pas à zéro. Mais on est sûr aussi qu'il y a vraiment de grands chantiers qui nous attendent aujourd'hui pour pouvoir informer les gens. Et là, nous comptons aussi sur votre communauté, vous en tant que donc les communicateurs. Comment est-ce qu'il faut sensibiliser davantage, éviter la stigmatisation par rapport à cette maladie-là. Il faut conseiller les gens qu'on accepte tous ensemble de travailler ensemble pour pouvoir lutter contre cette maladie. C'est une variante qu'on est en train actuellement de connaître. C'est un clade, qu'on appelle ça le clade 1B, qui constitue vraiment notre inquiétude majeure parce qu'il y avait le clade 1A, le clade 2. Mais le clade 1B qui est apparu il y a quelque temps donc en République démocratique du Congo, c'est ça l'inquiétude qu'elle est là. Donc, comme tout nouveau germe, comme tout nouveau virus, le rôle des institutions techniques comme la nôtre, comme IP Dakar, c'est de voir comment est-ce qu'on apprend davantage de cela. Et tout cela, c'est à travers ce genre de plateforme, à travers ce genre de rencontres-là, donc qu'on met en place et pour pouvoir apprendre davantage de cette épidémie-là. Là, parce qu'il y a des mouvements de population, les populations bougent d'un pays à un autre, d'une localité à une autre, c'est un phénomène naturel et normal. Donc, il nous faut tout simplement prendre les mesures pour pouvoir mitiguer cette propagation exponentielle. Et aussi, il y a un enjeu très important. Souvent, on sait que dans les zones, par exemple, à conflit, les zones aujourd'hui où l'épicentre, par exemple, au niveau de l'est de la RDC, c'est des zones qui ont des capacités extrêmement limitées. Donc, comment est-ce que l'on fait pour que l'on puisse avoir des actions qui sont adaptées à ces contextes-là, à ce contexte humanitaire? C'est très important. Il y a des pays ici dans le Sahel aussi qui font face à ces problématiques-là. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important. Pour finir, il faut mentionner que cette épidémie-là, le Mpox, c'est une maladie quelque part qui était endémique dans certaines de ces zones-là. Mais il y a des mutations qui sont en train d'arriver. Donc, renforcer cette surveillance-là à travers notamment cet exercice qu'on est en train de faire ici, avoir les experts du laboratoire qui sont venus, qui sont capacités, mais surtout aussi qui échangent ces informations. Parce qu'il ne s'agit pas juste de venir enseigner à des gens ce qu'il faut faire, mais c'est de venir écouter aussi ces gens-là, que l'on puisse tous apprendre à avoir
avoir cette communauté de pratique et pouvoir donc juguler un peu cette épidémie autant que possible et le plus rapidement que possible, le plus efficacement possible et sauver des vies. Toujours dans le même dynamique et dans le cadre de cette prévention, les acteurs de la santé en synergie pour parer à toute éventualité. Dr Abdourahmane Sow de l'Institut Pasteur de Dakar est revenu là-dessus. Chaque fois qu'il y a une menace régionale ou bien une menace mondiale, on essaie de regrouper tous les professionnels de la santé ici à Dakar pour les former, mais aussi à la fin de la formation, leur donner des outils pratiques qu'ils vont aller faire pour être sûr que tous les pays ont les capacités de pouvoir diagnostiquer, traiter et contrôler la maladie. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, c'est une seule maison. Un problème dans un seul pays va affecter notre pays. Donc c'est vraiment important ce travail collectif, de regrouper, de travailler ensemble pour vraiment être sûr que toute la région est sauve. C'est ça l'intérêt de ce travail. Maintenant, par rapport à l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, il y a quelques pays qui ont des cas, comme l'a dit le professeur Tcherno. On a des cas au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Libéria. Au Sénégal, on n'a pas encore de cas, mais toutes les mesures sont mises en place par le ministère de la Santé pour parer à toute éventualité. Et les cas suspects sont testés régulièrement pour être sûr qu'à ce stade-là, on n'a vraiment aucun problème dans ce sens. En termes de diagnostic, il y a la PCR, mais aussi il y a les tests diagnostiques rapides sur lesquels l'Institut Pasteur travaille aujourd'hui pour mettre à la disposition des professionnels dans les milieux les plus reculés des tests rapides qu'ils pourront utiliser pour pouvoir diagnostiquer précocement ces cas. Et enfin, la question de la vaccination, qui est une question quand même très intéressante. Cette question est encore à l'étude parce qu'on sait qu'il y a plusieurs clades, plusieurs variants en tout cas qui circulent. Il y a le clade 2, il y a le clade 1A, 1B. Donc il y a des études en cours très avancées et on pense que d'ici quelques temps, si en tout cas l'épidémie se propage davantage, on pourra avec les partenaires, l'OMS surtout, mettre à la disposition des pays les plus à risque. Aussi, ce qu'il faut dire, les vaccins sont ciblés dans les zones où vraiment que le risque est plus élevé, leur mettre à la disposition des vaccins pour pouvoir en tout cas renforcer et protéger la population, mais aussi contrôler la propagation de l'épidémie. Vous suivez le journal. Vous nous suivez toujours sur la 90.1, tel annoncé également dans les titres. Séminaire préparatoire des États généraux des transports publics tenu à Dakar. Cette rencontre deuxième du genre marque une étape clé dans l'élaboration d'une stratégie nationale visant à résoudre les nombreuses difficultés du secteur. Kamor à Djanté, que je vous propose d'écouter. Nous sommes présentement à Diamniadio, donc pour le séminaire sur la préparation des États généraux des de transport. J'avoue que nous sommes arrivés depuis 8h du matin, malheureusement, la cérémonie a démarré avec un peu de retard dans l'ensemble, mais nous sommes dans la première, on a démarré les sessions il y a moins d'une heure, il y a un peu plus d'une heure de temps. J'avoue que dans la manière, peut-être, les gens ont été pris de court. Donc, les documents que nous avons reçus, on l'a reçu en moins de 36 heures avant la cérémonie. Il faut dire qu'actuellement, on est sur la première session sur le transport urbain et interurbain. Par exemple, dans le cas des VTC, les VTC, le décret était signé depuis le mois de mars. Personne ne connaissait le contenu du décret, on ne l'avait pas reçu. Donc, ils étaient obligés dans la salle de lire le décret. Donc, j'avoue comme ça, c'est peut-être pas du plus à vie, mais les choses se font de manière précipitée, de sorte que là, on n'est pas très imprégné. Les gens sont vraiment pour le principe des assises. Les gens sont pour le principe des États généraux parce qu'il y a énormément de problèmes dans le secteur du transport. Et le transport illégal, le transport informel. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça. Mais bon, nous, acteurs, on se sent un peu pris à dépourvu parfois pour certains événements. Dans l'ensemble, les gens sont pour le principe des États généraux. Les gens sont pour le principe des assises. Mais là, il y a des difficultés. J'avoue que tout le monde est là présent, tous les invités. Nous sommes là-dessus et je ne pense pas que d'ici le soir, sur les premières sessions, que nous puissions terminer. On parle de VTC, de décrets qui acceptent les VTC, qui autorisent les VTC. Les VTC, c'est les véhicules de transport avec chauffeur. Soit comme on appelle, soit Wargende ou bien taxi avec application. Les gens parlent de digitalisation du secteur du transport. Nous sommes d'accord. Les gens parlent des cas de recrudescence, des cas d'accident au Sénégal. Vraiment qui est déplorable. Nous sommes d'accord. Mais bon, on est en train de faire surtout de ça pour voir ce qui va nous mener, en tout cas, vers les assises. Donc, ce séminaire-là, c'est pour nous permettre d'avoir les thèmes de référence, en tout cas, pour aller vers les assises nationales. Sur la forme, il y a des difficultés parce que nous autres, en tant que représentants acteurs socioprofessionnels, l'un d'entre nous, comme moi, par exemple, nous avons reçu nos invitations le samedi nuit, pour lundi matin à 7h30. Vous comprenez un peu? On document aussi volumineux de 15 pages, là où il y a 16 sessions à faire. Sur l'ensemble dès que le secteur urbain, interurbain, on a au moins 8 sessions à faire. Donc là, il fallait au moins avoir les documents à notre disposition pour qu'on puisse l'exploiter avant d'arriver dans la salle. Parce que toutes les idées qui vont sortir de ce séminaire-là, normalement, ce sont ces idées-là qui vont servir de thème de référence pour les États généraux. Alors, ça, il fallait une très bonne préparation. J'avoue que ça a créé pas mal de quiproquos entre acteurs. Mais voilà, comme nous sommes pour le développement, nous sommes pour le progrès, on sait seulement que ça marche.
marche. Voilà. Mais les ministères, je crois, peut-être qu'ils prennent les choses, ils sont pressés à cause de la question de sécurité routière. Mais je crois qu'il fallait au moins préparer les agents, les mettre dans les conditions de pouvoir bien se préparer. Parce que quand on parle de décrets, les décrets qui sont déjà signés, notamment dans le cas des VTC, dans le cas, par exemple, des agréments de transport, si les décrets sont déjà signés, alors que nous, on vient d'être informés, ou bien ils étaient obligés dans la salle de passer à la lecture d'un document de presque 7 pages, le décret sur les VTC, en 43 articles. Donc c'est compliqué. Ceux qui n'ont pas le temps d'écrire tout ça, comment tu vas être revenu après? Donc si on vient dans la salle, les décrets sont déjà signés, ça veut dire que les VTC vont être autorisés dans ce pays, sans pourtant demander notre avis quelles sont les difficultés. C'est l'État qui autorise, c'est vrai, mais au moins il fallait au préalable partager avec les acteurs pour voir dans quelles conditions il fallait faire au moins ces décrets-là. Selon Vieux Boli Diédhiou, cette rencontre entre dans la préparation des assises du transport. Au-delà de saluer l'initiative et le démarrage du processus, il a par ailleurs constaté des manquements dans la forme. Suivons ses explications. Ce que je peux retenir de ça, d'ailleurs, ça mentionne ma convocation à travers moi. Je devais référer même à la convocation, mais j'ai présenté mes excuses par rapport à cette absence. Mais maintenant, par rapport à la forme, moi, la forme, elle est très bonne. Tout le monde est convié, tous les présidents de gare routière, tout le monde est convié pour discuter du problème du transport de manière générale. Le problème, c'est pas seulement le secteur du transport routier. Il y a les véhicules clandestins, les véhicules, tout ce qui est transport de manière générale. Les gens doivent discuter de ça, mais qui n'a rien à voir avec les états généraux. Mais vraiment, je trouve ça que c'est positif. Maintenant, comme ils ont démarré le processus de discussion et de négociation avec tous les acteurs du transport, je dis que bon, c'est une des solutions. Maintenant, les autres alternatives, c'est de mettre en place des mécanismes fiables qui permettront à nos acteurs du transport et au ministère de tutelle de pouvoir accompagner et encadrer ces acteurs qui ont en charge le secteur du transport. Tout sera dit au moment des assises. Là, c'est une réunion préparatoire en vue des assises. Maintenant, tout le monde va prendre en compte le cas de ces indisciplines-là, le cas des accidents répétitifs-là, qui ne sont pas forcément liés quelque part à tous les conducteurs et tous les chauffeurs. Il y a les états des routes aussi, il y a le comportement citoyen, comme vous l'avez dit à l'entame de vos propos, il y a tous ces facteurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut en réalité? Il y a la volonté divine aussi, que personne n'écarte ça aussi, la volonté divine, c'est ça aussi la réalité, que personne n'écarte tous ces facteurs-là. Maintenant, les mécanismes qui seront mis en place, il faut que tout le monde discute de ça. Moi, je n'ai jamais assisté à une rencontre allant dans le sens de discuter, de faire les états généraux du transport. C'est pour une première. Ça, c'est avec l'avènement de Diomaye. C'est ce qu'il faut d'abord saluer. Ils ont dit qu'ils vont impliquer tous les acteurs qui ont en charge le secteur du transport. La énième, moi, je n'ai pas assisté à ça. Je n'ai jamais assisté à une rencontre par rapport à ça. Seulement, j'assistais à des rencontres pour dire qu'il y a un renouvellement du parc automobile qui n'a jamais suivi avec l'avènement de Macky Sall. Il n'y a eu jamais l'implication de nos acteurs du transport. C'est pour une première, un gouvernement essaie d'impliquer les acteurs du transport. C'est une première fois, c'est des choses aussi qu'il faut saluer. Vieux Boli Diédhiou, cette rencontre d'échange et de partage a eu lieu à Dakar en présence d'acteurs socioprofessionnels et de diverses parties prenantes. Vous nous suivez toujours sur les ondes de la référence. Il est midi, passé de 19 minutes. Vous suivez le journal. Vacances agricoles au Sénégal, la forme saluée, mais sur le fond, reste beaucoup à faire, nous dit Keba Mbao. Il est étudiant à l'USEN, habitant de Kébé. Koudé, il est interrogé par Cheikh Tidiane Diagne. Concernant les vacances agricoles, y compris les impacts dans les villages, l'accès des jeunes aux terres, est-ce que aussi les jeunes partent au sang et est-ce que la communication que l'État doit faire est réellement à sa place? Donc, nous, comme depuis notre enfance, chaque année, après les écoles, on va aller au centre pour aider nos parents aux travaux sans père. Donc, cette nouvelle version de vacances, en disant vacances agricoles désignées par l'État, c'est à saluer en tant que villageois. Mais les impacts dans les villages restent beaucoup. Ce que les causes est que manque de terre, c'est-à-dire l'accès difficile des terres aux jeunes femmes comme hommes. Et aussi, les jeunes partent au sang. Parce que c'est obligatoire. Ton père ne peut pas être un cultivateur et tu vas rester à la maison pour dormir. Donc, on doit focus surtout la communication. Parce que au Sénégal, on constate que si tu n'as pas d'internet, tu es un peu reculé avec l'avancement de l'information. Et ça ne devrait pas être comme ça. On doit faire passer l'information même au fin fond du pays.
Donc l'État doit accompagner les jeunes pour avoir des terres cultivables, du semence et surtout l'engrais. L'accès est difficile, manque de moyens pour cultiver et des pesticides pour comme engrais, urée, etc. Face à ces contraintes, seul l'accompagnement de l'État pourrait corriger certains manquements liés à la modernisation de l'agriculture au Sénégal. Keba Mbou que nous réécoutons. Donc nous sommes très contents de faire les vacances agricoles, mais avec beaucoup d'accompagnement, ça va faciliter les choses. Les gens où l'élève ne peut pas acheter toutes les choses, surtout terre, c'est parce que difficile. Semence, je l'ai dit un peu en arrière. Il faut que l'État mette des politiques pour accompagner ces jeunes et aussi essayer de sensibiliser aux populations que les terres sont pour les gens qui les mettent en demeure. Ça veut dire si une famille a plus de 1000 hectares et se retrouve avec 2 hectares, alors qu'à côté, il y a une autre famille qui ont 10 hectares, voire 15 avec 2 têtes ou 3 têtes, on ne peut pas développer sur ça si on reste sur l'agriculture. Et l'agriculture est un peu archaïque. Donc, on doit essayer de faciliter l'accès aux terres pour les jeunes et on doit communiquer tout le monde, mais on doit accompagner ces jeunes. Vacances agricoles, toujours dans le même sillage. À Kaolack, le conseil communal déplore la non-participation de la jeunesse kaolackoise concernant ces activités de vacances citoyennes. Cheikh Tidiane Sène s'est entretenu avec Cheikh Tidiane Diagne. Cette année-ci, l'État du Sénégal a organisé des vacances agricoles à la place des vacances citoyennes. Mais nous, en tant que structure représentative des jeunes, nous ne sommes pas vraiment informés ni impliqués dans ces activités. On n'a pas reçu aucune note ou bien aucune lettre d'information par rapport à l'organisation des vacances agricoles. Comme vous le savez, autant les vacances citoyennes, on l'organise en partenariat ou bien en parfaite collaboration avec les services techniques du ministère de la Jeunesse. Donc, je veux dire que le Conseil de la Jeunesse était au cœur de l'organisation des vacances citoyennes. Mais cette fois-ci, avec les vacances agricoles, vraiment, nous ne sommes pas impliqués. C'est pourquoi aussi, on ne peut pas prendre aucun engagement ou bien aucune activité pour participer à ces vacances agricoles. Comme vous le savez, le Conseil de la Jeunesse est l'organisation représentative des jeunes et que si on organise quelque chose pour les jeunes, vraiment le Conseil de la Jeunesse doit être informé. Mais vraiment au niveau de Kaolack, on n'a pas reçu aucune information venant des autorités pour les vacances agricoles. Nous ne sommes pas impliqués dans la sélection des jeunes. On ne sait pas même vraiment les jeunes qui participent à ces activités-là. Ça se passe à Taïba Niassène, dans le département de Nioro, et aussi on voit que c'est pas bien préparé à mon avis, parce qu'une activité se prépare, surtout des activités agricoles, il faut les préparer bien avant la saison des pluies. Cheikh Tidiane Sène est toujours sur le sujet. Pour atteindre une autosuffisance alimentaire, il faudrait impérativement que les jeunes accèdent à la terre. En tout cas, c'est du moins l'avis du président du conseil communal de la jeunesse, Cheikh Tidiane Sène. Par rapport à l'accessibilité des terres aux jeunes, vraiment ça c'est un problème, parce que la plupart les jeunes n'ont pas une autonomisation sur les terres. La plupart c'est les parents, c'est les chefs de famille qui sont responsables des terres. Vraiment ça peut se voir pour vraiment donner une autonomisation aux jeunes sur les terres, pour que les jeunes peuvent avoir leur propre terre pour pouvoir cultiver, pour pouvoir pratiquer des activités agricoles. Après tout ça, nous souhaitons vraiment plein succès à ces vacances agricoles et que les jeunes prennent ces vacances-là comme vraiment un moyen pour lutter contre vraiment le chômage des jeunes, mais aussi pour vraiment favoriser l'agriculture pour les jeunes. On a constaté que vraiment ces activités-là ne sont pas bien préparées. Donc ça montre que les jeunes n'ont pas l'information qu'il faut. Et à Taïba Niassène, il y a seulement 1 hectare qu'on a dédié à ces activités-là. Vous voyez, pour 50 jeunes. Donc c'est insuffisant par rapport à la région. Et je vois
qu'on m'a informé que c'est seulement les jeunes de Taïba Niassène qui participent à ces activités-là par le manque de moyens pour ces activités-là. Et nous sommes là toujours pour représenter les jeunes, mais si on ne nous informe pas, si on ne nous implique pas dans des activités, on oblige de rester en dehors de ces activités-là parce qu'on ne connaît pas qu'est-ce qu'on doit faire, quel est notre rôle dans ces activités-là. Donc c'est ça vraiment le problème des vacances agricoles de cette année. La plupart des jeunes n'ont pas vraiment une certaine... L'actualité sur Alfayda FM. Vous nous suivez toujours, vous suivez le journal au centre commercial Mamassou Dianka de Medina Bay. C'est pas encore la grande affluence pour cause. Bon nombre de cantines restent inoccupées. Ousseynou Fall, chef d'antenne Promogène, nous fait le point. Bon, la situation du centre commercial est un peu catastrophique parce que vu l'ampleur de l'édifice, on croyait vraiment que les commerçants au niveau de Medina Bay allaient s'en profiter pour s'installer le plus vite possible et au maximum possible. Mais malheureusement, le constat est vraiment un peu amer parce que sur la première phase qu'on avait distribuée au nombre de 499 cantines aux ayants droit, malheureusement, seuls 211 se sont installés. Ça veut dire que 288 commerçants dans leur cantine n'ont pas installé. Donc sur 499, 288 ne sont pas installés. Vraiment c'est amer pour un marché. Parce qu'aujourd'hui, vu la situation du marché, actuellement on devrait être vraiment l'un des marchés les plus animés au niveau de Kaolack. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Les commerçants ont pris leur cantine, ils n'ont pas loué, ils ne sont pas venus s'installer. Et vraiment c'est pas pour avoir. Donc aujourd'hui la situation vraiment est un peu catastrophique. Donc il y avait deux phases. Donc la première phase c'était la phase d'octroi des ayants droit. Ils étaient au nombre de 538, dont 499 cantines et 39 tabliers. Donc ce sont des gens qui avaient des cantines avant qu'on construise le bâtiment. Mais une fois le bâtiment construit, le centre commercial construit, donc on a appelé ces gens pour les remettre leur cantine. Donc c'était la première phase. Donc c'était la phase des ayants droit. Donc il y avait une deuxième phase, ce qu'on appelle la phase de commercialisation. Durant cette phase de commercialisation, on avait 182 cantines à commercialiser. Au moment où je vous parle, on est à 125 cantines commercialisées. Sur ces 125 cantines commercialisées, il y a 90 qui se sont installées. Parce que durant cette phase de commercialisation, ce qu'on voulait, on voulait animer le marché. La personne qui est venue acheter une cantine devait automatiquement s'installer. Donc sur les 125 cantines qu'on a eu à commercialiser, 90 se sont installées. Donc les autres vont s'installer d'ici la fin du mois. Donc ce qui fait que quand vous montez au niveau du premier étage, donc la situation est un peu c'est un peu animé par rapport en bas. Parce que les 182 qu'on avait commercialisés, presque plus de 90% se trouvaient en haut. Donc avec la commercialisation, le marché est un peu animé. Et pour parer à cette situation, des mécanismes sont en train d'être mis en place pour que ce lieu de commerce puisse connaître une certaine affluence, nous dit toujours Ousseynou Fall. À l'approche de l'événement religieux communément appelé le Gamou, donc tout le monde sait que Medina Bay, durant les périodes de Gamou, c'est très animé. Donc on est en train de voir des stratégies pour aider les gens à venir s'occuper des cantines. Le message, oui, ça concerne l'ensemble de la population de Medina Bay, pour ne pas dire Kaolack. Parce qu'un tel édifice, je crois bien, si je ne me trompe pas, c'est le premier au Sénégal, dans un programme qu'on appelle le Promogène, c'est-à-dire programme de modernisation des marchés. Qui parle de modernisation, c'est-à-dire on a tendance à imiter les pays occidentaux ou bien on a tendance à imiter les pays développés, c'est-à-dire pour organiser le marché. C'est-à-dire le marché est fait de sorte que le commerçant n'a même pas le droit d'appeler son propre électricien. Il n'a même pas le droit de faire ce qu'il veut dans le marché. Les secteurs sont placés de sorte que les tailleurs sont dans un angle, les vendeurs de légumes sont dans un autre angle. C'est-à-dire chaque secteur est placé dans un endroit de sorte qu'il n'y a pas un heurt au niveau des secteurs. Donc un tel édifice dans une ville comme Kaolack vraiment devrait être la fierté des Kaolackois, surtout à Médina, la fierté des Medina Bay. Donc tous les gens qui ont des cantines vraiment devraient venir s'installer au plus rapidement possible pour ne serait-ce que donner l'image de Medina Bay. Parce que durant les moments de Mawlud, de Gamou, presque, je peux dire que presque toutes les nationalités du monde viennent ici. Donc vu que c'est qu'on appelle un melting pot, beaucoup de gens viennent ici. Donc vraiment, on devrait donner une image vraiment très propre à Medina Bay pour répondre ne serait-ce que l'image de Bagnès dans le monde. Actualité internationale.
L'actualité inter, une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. En République démocratique du Congo, la peine de mort a été requise ce mardi contre 50 personnes, dont 3 Américains poursuivis pour la tentative de coup d'État du 19 mai 2024. Dans son réquisitoire, le ministère public a également demandé au tribunal de prononcer au profit de l'État congolais la confiscation de tous les objets ayant servi à la commission des infractions. Depuis le 7 juin, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, siégeant dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo, où sont incarcérés tous les prévenus, juge 51 personnes pour ce que l'armée a qualifié de tentative de coup d'État. Actualité internationale. Un collectif de proches des victimes du récent massacre de Barsalogo dans le centre de Burkina Faso accuse l'armée d'avoir forcé les habitants à sortir de la ville, les exposant à une attaque d'un groupe djihadiste qui a fait plusieurs dizaines de morts. Actualité internationale. Au Mali, les rebelles du Nord ont reconnu la mort de 7 de leurs membres lors d'une frappe de drone de l'armée hier. Selon un communiqué publié hier mardi, l'attaque a visé 2 de leurs véhicules. Actualité internationale. Le gouvernement espagnol a annoncé hier qu'il allait envoyer l'équivalent de 500 000 doses de vaccins dans plusieurs pays d'Afrique centrale afin de faire face à l'épidémie de Mpox. L'Espagne a indiqué à la Commission européenne qu'elle allait faire un don représentant 20% de son stock de vaccins, soit 100 000 ampoules correspondant à 500 000 doses de vaccins pouvant permettre de vacciner jusqu'à un demi-million de personnes. C'est ce qu'explique dans un communiqué le ministère espagnol de la Santé, qui ne précise pas quels pays sont concernés ni à quelle date les vaccins vont être envoyés. Madrid encourage ses homologues européens à faire don à leur tour de 20% de leur stock. Actualité internationale. L'émissaire américain pour le Soudan, Tom Perriello, a demandé hier aux belligérants d'appliquer un code de conduite pour mettre fin aux abus. Actualité internationale. Un juge du Texas a ordonné lundi la suspension de la politique visant à simplifier l'obtention d'un statut légal aux États-Unis pour les conjoints de citoyens américains, portant un coup à l'une des plus importantes mesures de réforme de l'immigration du président Joe Biden. Et sport. La page sportive, c'est avec Alioune Badara Diop que nous disons bonjour. Bonjour, nous démarrons l'actualité sportive avec la grâce aux ASC suspendus. L'ONCAV annonce sa décision de grâce toutes les ASC du Sénégal suspendues avant le début de la présente saison. Les amendes prononcées restent valables et devront être payées à la structure désignée sur le PV de sanction. Cette décision s'inscrit dans une volonté de montrer aux ASC que la culture de la sportivité et du fair play reste notre créneau. Elle vise à encourager un environnement sportif sain et à promouvoir des comportements exemplaires en rappelant aux acteurs l'importance du respect des règles. Les structures de ONCAV, Zone ODCAV et ORCAV sont chargées de l'application de cette présente mesure. À présent, parlons aussi de la conférence de presse du sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, qui se tiendra ce vendredi 30 août 2024 à 10h. Pendant ce temps, concernant le match Sénégal-Burkina Faso du 6 septembre 2024 et Burundi-Sénégal le 9 septembre 2024. Des matchs comptant pour les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Plusieurs médias annoncent la convocation du jeune El Hadji Malick Diouf, l'arrière-gauche du Slavia Prague, mais aussi le retour de Boulaïdia et Ismaël Jacob. Mercato, Pape Ibnouba s'engage avec l'Astac jusqu'en 2026. Une nouvelle perspective pour l'attaquant des 3S. L'Astac a officialisé la signature de Pape Ibnouba, l'attaquant sénégalais de 31 ans qui rejoint le club jusqu'en 2026. Afrobasket U18 masculin, les Lions U18 dans le groupe A avec le Mali, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Le Sénégal connaît déjà ses adversaires du pool Afrobasket masculin U18 prévu du 1er au 14 septembre à Pretoria en Afrique du Sud. Les protégés de Cyr, les Lions vont donc retrouver le Mali qui les avait battus en finale en 2018 et en 2020. On note aussi le retour de la Côte d'Ivoire absent depuis 2016, mais aussi celui du Cameroun après 20 ans
d'absence, le FC Nantes s'apprête à accueillir Mori Diaw, l'international sénégalais. En prêt, le gardien de Clermont Foot, en renfort, Mori Diaw, est sur le point de retrouver la Ligue 1. Il devrait s'engager dans les prochains jours avec le FC Nantes. C'était tout, mesdames et messieurs, pour votre page sportive. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite du programme. La revue de presse. L'Obs Pop place le soleil sur le quotidien Walf le matin. Bonjour et bienvenue. Conseil interministériel sur l'eau potable, un plan d'action global pour sécuriser l'approvisionnement en eau au Sénégal. Notre l'antenne quotidien, à en croire à nos confrères du quotidien national Le Soleil, 30 mesures prises par l'État avec les besoins de financement évalués à 1627 milliards de nos francs CFA vers un programme national d'accès sécurisé à l'eau et à l'approvisionnement. Explique grand panel avec l'État du Sénégal qui décline sa stratégie et la mise en place d'un comité de supervision, session extraordinaire de l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée convoqué demain, le président qui s'arroge des prérogatives de l'Assemblée nationale en fixant la date d'ouverture de la plénière, le quotidien par en une, le dictat de Diomaye, saisine de l'Assemblée nationale pour la dissolution du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales, volet de bois vert sur Diomaye s'exclame l'antenne quotidien, suppression d'institutions et dossiers judiciaires, affaiblir l'opposition et impacter sur le résultat des législatives, le plan de Diomaye pour liquider l'opposition, dissolution du HCCT et CESE et refus des députés de la majorité, le Gatsa à l'Assemblée nationale, écrit Walfadjri quotidien, journal dans lequel Bougane affirme que les priorités sont ailleurs, toujours avec Bougane dans des propos rapportés par les journaux, l'exclusif Regard et la Critique estime que c'est une vraie confusion et une vraie pagaille au sommet de l'État. Pour Mamadou Lamine Massali, l'urgence c'est la déclaration de politique générale d'Ousmane Sonko et toujours sur la dissolution de ces institutions, Malal Talla dit fou malade, dont les Échos déplorent une décision politique. Eliman Diouf de son côté parle d'inélégance. Et puis un autre sujet à la une de plusieurs quotidiens parus ce matin, meurtre d'Aziz Dabala et Wali, retour de parquet pour tous les suspects, Libération souligne que les choses se corsent pour Naboulaye et compagnie. L'Observateur de son côté donne les détails du réquisitoire introductif du procureur Salif Diallo sur le mandat d'arrêt requis contre toute la bande, la vraie identité de la 7e personne suspecte et pourquoi son père l'a livré. Réumi quotidien sur le sujet nous dit comment le 7e personne en cavale est tombé. Témoin quotidien pour sa part revient sur comment la DIC a décapité le gang des barbares, parlant de cette recrudescence des cas d'assassinat. Après le double homicide de Dabala et Wali, 3 autres meurtres sèment l'émoi et la peur, renseigne Vox Populi. L'insécurité à Dakar, titre Les Échos, avec 3 personnes froidement tuées en quelques heures. Amadou Diallo qui voulait protéger une dame abattue à Grand Yoff, une fille de 15 ans tuée à Bargny, un oncle qui assène 3 coups de couteau mortels à son neveu pour une affaire de clé. Et enfin nous terminons en sport, tournoi UFOA. Le coach Serigne Saliou Dia convoque un nouveau groupe de 25 joueurs, lit-on dans Point Actu Sport. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. Ainsi s'achève également ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Kodusek Keneme qui a assuré la partie technique et à toute l'équipe de la rédaction. L'info revient à 13h avec Maria Maba. Mais avant de se quitter, le rappel des titres. Drame à Touba, un prestataire de la Sénélec originaire de Kaolack a été retrouvé mort par électrocution. Vous avez eu la correspondance de Mamadou Moustapha Mbaye. Face à la flambée des cas de variole du singe dans la sous-région, le Sénégal renforce les mesures de prévention et de surveillance. Vous avez eu également le point dès le début de ce journal. Réforme du secteur du transport. Un séminaire de 4 jours a été initié par le ministre de tutelle pour définir les termes de référence des états généraux prévus le mois prochain. Détail suivi dans cette édition. Le forum civil exige l'abrogation de la loi d'amnistie des événements survenus entre 2021 et 2024. Birahim Seck s'exprimait lors d'un atelier avec le collectif des victimes. Et puis la deuxième partie était consacrée à la page inter, l'actualité sportive et la revue des quotidiens
C'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la meilleure des bandes FM. Al-Fayda FM, la référence. Le journal Ngoné Ndiaye, Rennes.